Cette vidéo est sponsorisée par Opera. Oh, ta gueule. Oh, ça va, il t'en est la perche pour cette blague. Opera est un nouvel explorateur internet ultra fluide, bien plus ergonomique que Chrome et Firefox. Eh, vous m'avez oublié? Avec sa barre latérale très pratique pour chatter tout en regardant des vidéos et explorer des sites, il permet aussi de rajouter des applications comme Instagram, Discord, Spotify et même TikTok. Son VPN gratuit, ses adblockers et ses trackblockers. Non, pas le adblocker. Quoi? Bah si, pour être débarrassé des pop-up chiants et tous les... Ouais, mais si les gens utilisent adblocker sur YouTube, moi, je touche pas d'argent, moi, avec mes vidéos. Hein. Ah, pas faux. Donc ouais, oubliez Allez. le adblocker. Avec un système de recherche très pratique et une option pour faire des captures d'écran très rapidement. D'ailleurs, je tiens à préciser, je me suis pas mis à Opera juste pour ce sponsor. Ça fait un moment que je l'utilise. Les précédentes vidéos, les captures d'écran que vous voyez quelquefois, c'est fait avec Opera. Je kiffe vraiment cet explorateur. Non seulement il est rapide, mais en plus il est customisable, tu peux lui donner une apparence SF avec les bruitages et tout, c'est trop cool. J'ai carrément remplacé Google Chrome. D'ailleurs, mon ordinateur me remercie pour ça. Merci beaucoup. Oh putain, Skynet! Skynet! Ah! Et c'est sans parler des autres options comme le lecteur de musique ou la synchronisation idéale quand tu as plusieurs ordis. Bref, Opera est le navigateur idéal. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien dans la description. Merci à Opera pour le sponsor et bonne vidéo à tous. Oh zut. J'avais évoqué la possibilité de traiter du sujet de la représentation de l'autisme dans nos médias il y a bien longtemps dans ma vidéo sur la fausse menace des SJW. Et depuis, énormément de concernés m'ont envoyé commentaires et mails pour partager leur opinion en espérant m'aider dans l'élaboration de cette hypothétique vidéo. Et non pas que je trouve ça nul ou chiant ou quoi que ce soit, non, non, je vais même dire, je suis très touché qu'autant de gens veuillent m'aider et comptent sur moi pour parler de ce sujet, mais... Qu'est-ce que je peux te dire au bout d'un moment ? Déjà, clairement des tas de gens qui méritent d'être écoutés existent. Je risque pas de juste mal résumer ce qu'ils disent déjà un peu partout. Et maintenant que j'ai un millier de mails sur le sujet, bah je me demande si ce que j'ai à dire pourrait vraiment remplir toutes ces attentes. Donc c'était pas un sujet simple du tout. Bien sûr, je fais en sorte d'être le plus factuel et renseigné au maximum, mais là c'est un truc où si je dis une connerie, ça peut avoir des conséquences graves sur la vie de personnes qui n'ont rien demandé. La représentation de l'autisme dans nos médias a déjà des effets néfastes sur la place des concernés dans notre société, et ce venant même de médias semblant bien intentionnés. Donc, est-ce vraiment une bonne chose que les personnes autistes me subissent en plus du reste? Et puis l'autre problème, c'est que je ne saurais pas par où commencer en fait. Si seulement il y avait un film sorti relativement récemment qui concentre tous les problèmes de la représentation de l'autisme au cinéma, y compris des clichés qui sont devenus un quart depuis des décennies, et qui du coup aiderait bien à synthétiser ce problème complexe. Ok, ça fera l'affaire. Musique est le premier long métrage de la célèbre et controversée chanteuse Sia, qui a réuni toute l'expérience qu'elle a pu gratter dans ses passages rapides dans les productions de films comme Lion, My Little Pony le film, 50 nuances plus sombres et Doolittle, pour se lancer avec sa Johnny Depp personnelle Maddie Ziegler dans la réalisation d'un long métrage qui, au vu de ses débuts dans un médium qu'elle ne maîtrise pas encore, traite d'un sujet très sûr et pas du tout risqué, l'autisme. Oups. Le résultat fut catastrophique, un échec commercial qui ne compense même pas un dixième de son budget, une sortie internationale pratiquement invisible. Oui, c'est pour ça que t'as pas entendu parler de ce film jusque-là. Les critiques l'ont descendu en flèche et... bah la façon de mettre en scène l'autisme a bien sûr posé énormément de problèmes. Ça et l'emploi de certains clichés racistes. Ce qui n'était pas aidé par la com encore plus désastreuse où Sia a répondu avec dédain à toutes les critiques des concernés ou des spécialistes du sujet de l'autisme, rendant hypocrite l'image de la sainte bienveillante envers les autistes qu'elle a voulu se créer avec ce truc. Et après avoir vu ce film, je peux confirmer qu'il mérite sa réputation. Largement, il est vraiment à chier ce film. Et c'est con car en tant que chanteuse, j'aime bien Sia. J'ai Let's Love et Brave Me sur mon téléphone, et j'aime bien les chansons qu'elle a fait pour My Little Pony, bien que ça me fasse marrer que ce soit les seules chansons du film non doublées. Et n'oublions pas ses chansons les plus connues comme The Greatest, Unstoppable ou Chandelier. Particulièrement la reprise de Toad qui est une merveille. Ah, comment veux-tu écouter une autre chanson après celle-ci?
Comment tu peux écouter une autre chanson après celle-ci? Et même dans le film lui-même, les meilleurs moments sont les moments musicaux. Moments musicaux qui ne sont pas épileptiques friendly. Ce qui est un peu chiant quand tu prétends faire un film pour une catégorie de personnes, parfois potentiellement photosensibles. Ils peuvent être perturbés, souffrir ou mourir à cause de séquences comme ça. En fait, elle aurait dû juste faire une comédie musicale légère au lieu de s'empêtrer dans un drame social sur un sujet qu'elle ne maîtrise pas. Parce que ouais, ça gâche tout le film. Ça gâche le script car il prend tous les pires clichés de ce genre d'histoire, ça gâche le jeu d'actrice qui... Voilà quoi. Et ça gâche la mise en scène car quand Sia ne fait pas des séquences musicales plutôt jolies, elle fait de la caméra à l'épaule mal découpée pour faire genre que c'est frontal. Et ça gâche aussi son image publique car quand on lui explique en quoi elle gère très mal le sujet, elle répond avec la pire des mauvaises foi. Et justement, voir autant de gens dire autant de conneries sur un sujet ultra important et laisser leur ego dominer leurs actions à se croire supérieurs aux autres, bah ça montre encore plus que je devrais pas me contenter de mon simple avis sur ce sujet. Donc comme souvent quand je parle d'un sujet social, j'ai fait appel à des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Mais cette fois j'ai fait mieux. Inviter à la vidéo des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Donc, transition! Prestataire de services informatiques, plutôt orienté maintenant manager, gestionnaire d'équipe et budget dans ma mission. En dehors de mes horaires de boulot, donc j'achète des quantités astronomiques de trucs qui sont pétés pour vous. C'est ça la pile de machin qui est derrière toi. Voilà, la pile de bordel que vous voyez derrière, c'est du matériel que je récupère, que je remets en état, que je donne derrière à des associations ou des écoles. Ayant été diagnostiqué alors très tardivement autiste Asperger, mais souffrant d'un TDAH depuis plus de 20 ans maintenant, parce que je suis diagnostiqué depuis très longtemps et étant multi-10, je sais à quel point justement le secteur scolaire pourrait être beaucoup plus facile pour les personnes neuroatypiques avec du matériel adapté, avec des formations adaptées et tout. Donc j'ai décidé de prendre de mon temps et de mon énergie pour déjà réduire les déchets électroniques sur la planète, mais aussi augmenter l'aide aux associations et aux écoles qui bossent dans ce milieu-là et qui ont envie de proposer un avenir beaucoup meilleur et un peu plus inclusif aux personnes neuroatypiques et autres. En réalité, j'étais diagnostiqué vers l'âge de 14 ans, mais j'ai été diagnostiqué officiellement. Ça a été marqué sur papier, tamponné officiellement, genre l'année dernière, enfin il y a 2 ans, donc une vingtaine d'années après mon premier diagnostic. Et du coup, j'ai parlé justement de mon combat contre l'autisme. Comment est-ce que je m'en suis sorti? Comment est-ce que j'ai trouvé les clés pour m'en sortir? Enfin, je le mets entre guillemets parce que on s'en sort pas vraiment, mais pour devenir le plus normal possible, on va dire. J'ai une particularité qui diffère un peu de vos backgrounds respectifs, c'est que moi j'ai été diagnostiqué à l'âge de 3 ans en fait. C'est-à-dire que je suis né dans le Jura et quand j'ai déménagé en Alsace à 3 ans, mes parents ont dit attends, il y a un truc qui va pas, ils m'ont amené dans un centre à Strasbourg et le diagnostic a été fait assez rapidement. Pour autant, ça n'a pas été facile parce que voilà, la prise en charge en France a beaucoup de retard, mais avec avec beaucoup de résilience et beaucoup d'abnégation, j'en suis au stade où j'en suis aujourd'hui. Donc moi principalement, alors je n'ai pas forcément envie de révéler mon background professionnel, mais en ce moment je suis surtout à mes heures perdues vidéaste sur ma chaîne éponyme, donc Taiki Sensei. Et où je fais des chroniques. Au départ, c'était sur le rétro, sur l'indé, et maintenant je diversifie un peu mon contenu, c'est des chroniques culturelles en règle générale. Voilà. J'ai rencontré toutes ces personnes grâce à Laurent de la chaîne YouTube Point de vue social, que je remercie pour son aide. Et pour ceux qui sont genre, hey, mais attends, il me dit quelque chose celui-là. Oui, c'est lui. C'est Gladys dans Flanders Company. J'ai 30 ans et je suis costumé en petite fille. Je suis Laurent, je suis votre streamer préféré, je fais des lives sur le social, le médico-social, la culture, le divertissement et plein d'autres sujets absolument merveilleux, passionnants. Je parle autisme, je parle neuroatypie sur la chaîne pour vous donner quelques tuyaux, quelques aides, vous aider à mieux comprendre l'envers du décor du côté des professionnels, répondre à vos questions également. Mais j'aime bien donner un petit peu la parole aux personnes concernées par moment, donc j'invite des personnes à venir parler. Il a organisé un live avec des personnes concernées avec qui j'ai pu discuter fiction et autisme pour pouvoir bien compléter cette vidéo. L'échange était très chouette, il y avait des désaccords, quelques doutes. Parce que voilà, je me doute que même eux ne sont pas autorités sur le sujet, hein. C'est juste 3 personnes concernées qui ont eu la gentillesse de vouloir m'aiguiller sur le sujet. Et je me doute que certains concernés ou d'autres spécialistes ne seront pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Donc même si j'essaierai d'être le plus complet possible et que je vous promets ma bonne foi, il est possible que dans cette vidéo, il y ait quelques erreurs. Donc ma vidéo reste à prendre au conditionnel, hein. En cas de désaccord, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, ils sont là pour ça. N'hésitez pas non plus à voir le live en entier, hein, lien dans la description. Bref, cela étant dit, nous pouvons nous lancer dans... l'histoire de l'autisme au cinéma.
Donc avant de commencer, le mieux c'est bien sûr de déterminer ce qu'est l'autisme. En gros, c'est qu'il y a un hémisphère du cerveau qui est un peu plus développé que l'autre qui est beaucoup plus restreint. Et c'est souvent c'est l'hémisphère sur les compétences sociales qui est beaucoup plus restreint que tout ce qui est compétences cognitives. Donc ce sera par exemple une très bonne mémoire visuelle, de très bonnes compétences qui nous permettent d'être érudits dans un domaine très restreint. Mais par contre, sur le plan social, par exemple, il y a ce refus du contact, par exemple, d'hypersensibilité à certains bruits et à certains goûts alimentaires. Il y a aussi une difficulté à comprendre les codes sociaux. Bref, en gros, pour synthétiser, c'est d'excellentes compétences cognitives, mais de très faibles capacités sociales. Depuis le DSM-5, le terme Asperger n'est plus utilisé dans la littérature scientifique et dans les accompagnements. En fait, aujourd'hui, on parle de spectre autistique parce que ça englobe différents niveaux. Le profil qu'avait dressé Hans Asperger il y a très longtemps, c'est vrai qu'on le retrouve aussi. Il y a les autistes Kanner, il y a plein de profils différents. Dans le terme Asperger, on retrouvait des gens qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ils se sont dit, en fait, de mettre le terme Asperger sur quelqu'un, ça nous aide pas beaucoup en fait. Alors que quand on dit je suis dans le spectre autistique, les gens disent ah oui, mais c'est-à-dire. Et là déjà, on a fait la moitié du boulot parce que la personne n'a pas une image d'Épinal qui se colle immédiatement. C'est tout donc ça veut dire quoi? C'est quoi ton truc à toi? Comment tu fonctionnes? C'est un peu l'étiquette Asperger qu'on mettait à une époque. Oh tiens, il a quelques tocs, oh il a Asperger. Oh tiens, il bave un peu devant une lumière qui clignote un peu, oh il doit être Asperger. Oh tiens, il compte le nombre de moutons le soir, oh bah il a Asperger, c'est bon. Il y avait une pote à moi, elle avait quelques difficultés sociales, et en fait, il y a ses parents qui vont voir une psy, et la psy qui dit ah mais en fait elle est autiste. Et en fait, il dit, attendez, vous l'avez même pas vu. En fait, vous l'avez même pas vu en fait. Elle avait même pas vu. Elle avait juste vu les parents. Elle dit attendez, mais vous dites ça, mais en fait, elle a pas ça, elle a pas ça, elle a pas ça. Et là, la meuf, elle dit oui, mais elle s'auto-soigne. Les mecs ont dit allez, on se casse. Quant à moi, à l'inverse, j'ai une psychothérapeute qui m'a dit que l'autisme était un choix. On a un passé assez sombre au niveau de la psychothérapie et tout ça. Mais le passé est pas si passé que ça. Hein. On en parle de El Famoso Psychanalyse, les théories de Bruno Bettelheim pour se gaver pendant des années et qui ont fait beaucoup de mal. La psychanalyse, voilà, en France, il y a 20-30 ans, en psychanalyse, on a expliqué... Bruno Bettelheim qui disait c'est la faute des parents. Ouais, on expliquait aux mamans que si le gamin était devenu autiste, c'est parce qu'elle lui a pas fait assez de câlins quand il était bébé, quoi. Ou qu'il a bu trop de lait, ou il y avait plein de trucs, en fait, que l'autisme, justement, était quelque chose qui arrivait en fait d'un comportement, soit dans le ventre, soit dans suivant la naissance de l'enfant. En gros, c'était acquis, quoi. Que l'autisme, c'était quelque chose de acquis et pas d'inné. Exactement. Pendant qu'aux États-Unis, ils avaient déjà toutes les connaissances et qu'il y avait des IME, des trucs comme ça. Voilà. C'était un certain Léo Kanner qui disait on est autiste, on ne le devient pas. À l'époque où on mettait les autistes en hôpital psychiatrique, lui arrivait en mode les gars, on est autiste, on ne le devient pas, et vous vous trompez sur l'autisme, je pense que ce ne sont pas des gogoles, et même ça va plus loin que ça. Et c'était le premier à briser le tabou. Il y a Bettelheim qui a foutu un gros coup là-dedans. Et pendant ce temps, aux États-Unis, ils avaient Eric Schopler qui a démonté les théories de Bettelheim, suivi par Ivar Lovaas qui a proposé la méthode ABA, qui a été beaucoup utilisée d'ailleurs en Amérique du Nord d'ailleurs. La recommandation des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, c'est ABA, c'est du comportementalisme, c'est adapter l'environnement et arrêter de forcer l'enfant à faire des trucs quand il comprend pas une consigne, de se baser sur les centres d'intérêt de l'enfant pour l'aider à se développer, quoi. Voilà. Je me permets d'interrompre, tout ça se passe genre dans les années 70, 80 ou même plus loin, non En France, beaucoup plus tard. Hein. Alors je t'explique. Dans les années 2000, c'était encore le cas. Hein. Je t'explique, MJ. Quand j'étais diagnostiqué, on tombait que sur des psys qui disaient madame, c'est de votre faute si votre gamin est autiste. Oh la vache. J'ai rencontré des mères d'enfants autistes qui étaient brisées, hein. J'en ai vu une, elle était persuadée, elle avait ça dans la tête, elle dit c'est de ma faute, j'ai fait ça. Bon, on m'a dit que c'est héréditaire, non, c'est une connerie, arrête. Et j'ai fini par lui faire convaincre que non. Elle s'est mise à fondre en larmes parce qu'elle avait un surplus d'émotions, quoi. Parce que pendant toutes ces années, on lui avait martelé ça dans la tête, c'est grave, quoi. Oui. Donc la sensibilisation sur l'autisme est une chose relativement récente. Et le genre qui lui est consacré l'est tout autant. Mais aussi assez rare en fin de compte. Il y a des cas très connus, bien sûr, mais le plus vieux que je peux identifier, dans les films populaires en tout cas, est bien sûr Rain Man, donc 1988. Je suppose qu'on peut débattre sur Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui parlait surtout d'hôpital psychiatrique, et comme à l'époque l'autisme était considéré comme une maladie mentale qui nécessite l'asile, et qu'on dirait que certains personnages sont dans le spectre autistique, mais bon, ce n'est pas vraiment le but du film ou de l'œuvre d'origine de parler d'autisme, faut le dire. D'ailleurs, je précise, je vais utiliser dans cette vidéo le terme qui est souvent utilisé pour qualifier l'autisme, les neuroatypiques. Terme qui est utilisé pour parler d'un tas de troubles mentaux, et qui prend en compte ceux qui sont dans le spectre autistique, et qui sont différents des neurotypiques, ceux qui n'ont pas de troubles particuliers.
Oui, je sais, ça fait un petit peu maternel l'explication que je donne, mais je veux être sûr que les gens comprennent. Pas tout le monde a les clés sur le sujet, hein. Même moi qui suis en train de faire une vidéo là-dessus, il y a des trucs que je découvre, hein. Bref, dans les films et séries sur les neuroatypiques, on a eu Rain Man, Code Mercury, Good Doctor, Community avec Abed, a priori, Entrapta dans She-Ra, a priori... Ouais, pas tant que ça dans les trucs ultra connus. Je peux citer des trucs plus obscurs, hein, comme Ben X, Mr. Wolf, Snowcake ou Hors Norme. Mais justement, ce sont des films qui sont loin d'avoir atteint les sphères populaires. Le dernier exemple ayant un peu de succès populaire étant le court-métrage d'animation sur Disney+, Loop. Et encore, je dis succès populaire pour un court-métrage d'animation bazardé sur Disney+. C'est pas WandaVision, quoi. Je dirais bien Big Bang Theory avec le personnage de Sheldon, mais les scénaristes n'arrêtent pas de jouer au yo-yo par rapport à son possible trouble autistique et ne l'assument jamais vraiment. Parce que du coup, ils seraient obligés d'admettre qu'ils se foutent de la gueule des neuroatypiques dans cette série. Je ne suis pas cinglé. Ma mère m'a fait passer des tests. J'aime beaucoup Big Bang Theory, je trouve que c'est une très bonne série. Et le personnage de Sheldon, au contraire, je trouve que c'est une bonne représentation de l'autisme parce que je pense que l'intégration se fait également par la satire. Et je trouve que sur certains points, même si les réalisateurs l'ont toujours nié parce que je pense qu'ils voulaient pas avoir d'emmerde, mais il y a certains tics de Sheldon justement où justement on regardait ça avec ma famille, on s'est regardé et on s'est dit mais ça c'est moi à tel moment, mais ça c'est moi à tel moment, et on s'est dit non mais c'est pas possible, il est autiste lui. Et en fait moi ça m'a fait plaisir d'avoir une représentation satirique de l'autisme. Que des fois il faut pas avoir honte de rire un peu des mauvais côtés qu'on peut avoir par moment. Pareil, Sheldon, j'ai retrouvé des comportements qui me faisaient penser à moi en fait. Bah d'ailleurs, est-ce que vous avez vu la série Young Sheldon, qui est un peu plus concentrée sur le personnage? Absolument pas. Du peu que j'ai vu, déjà, c'est beaucoup plus drôle et beaucoup mieux mené que Big Bang Theory. Comme ça se concentre un peu plus sur ses difficultés de vie, sur différents sujets et tout, je me dis peut-être que là, c'est un peu mieux réussi le traitement de l'autisme que dans Big Bang Theory, où je trouve qu'ils utilisent un petit peu trop le coup de c'est un gros connard, mais comme il est autiste, on va le laisser être un gros connard. C'est pas ce que j'ai vu, moi. C'est peut-être que vous avez avec d'autres personnages, mais voilà. Non, absolument pas, parce qu'en fait, effectivement, il y a ses potes qui sont exaspérés par ses mauvais comportements. Je me rappelle d'un épisode où à un moment, ils atteignent le point de non-rupture, ils finissent par se casser, à le laisser tout seul, et en fait, pendant le dîner, ils se disent « Ah, mais en fait, là, il ferait une réflexion sur ça. Ah, mais il ferait une réflexion sur ça. » Et à un moment, le mec qui dit « Mais merde, il me manque !» Et en fait, on se rend compte que, oui, il a ces défauts-là, il peut être imbuvable par moment, et il dit qu'il est indispensable. Ouais, mais c'est notre pote, et on l'aime comme ça. Et j'ai le même rapport avec des potes à moi. Il y a des moments, je sais qu'ils disent derrière, qu'est-ce qu'il est chiant, mais c'est notre pote, quoi. Il est comme ça. Et c'est tellement réel, en fait. Ah si, dans les exemples connus, il y a aussi Sam, je suis Sam. Film qui est retenu pour deux choses. Premièrement, pour être un gros nanar guimauve avec un Sean Penn qui surjoue. Bonjour, ici c'est Sam. Et tu sens qu'il essaye de gratter l'Oscar, mais ça s'est tellement planté que ça a découragé tout Hollywood de faire des films à la Redman. Et deux... Apparemment, c'était un des films préférés de Nicolas Sarkozy. le nain Magyar, comme dirait l'autre. Non, sérieusement. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Et j'ai des goûts de chiottes. Pour dire, certains films sont qualifiés de films sur l'autisme par erreur, genre Forrest Gump. Beaucoup le qualifient de personnage neuroatypique, alors que le film lui-même clarifie bien que son problème n'est pas son autisme, mais sa simplicité d'esprit. Pour moi, c'est quelqu'un avec une énorme candeur d'enfant. Et en fait, l'accent un peu bizarre qu'il a dans la version française, on se rend compte qu'il n'est pas tant que ça dans la version originale, parce qu'en fait, il y a surtout un fort accent sudiste, vu qu'il est né en Alabama. Tout à fait, oui. Donc, c'est ça, en fait. Mais en fait, le seul moment où je me suis dit, ah, peut-être, c'est le moment, il y a le bus scolaire qui arrive, et lui, gamin, il fait... Maman dit que je dois pas monter dans le véhicule d'un inconnu. Ça, c'est le bus de l'école. Je m'appelle Forrest Gump. Et moi, Dorothy Harris. Bon, bah, on n'est plus des inconnus maintenant. Ouais, ce passage-là, peut-être, effectivement. Même l'auteur, il a dit, je voulais un mec un peu simplet, mais pas forcément autiste, quoi. Juste simplet. Ouais. Je détecte pas de problème de social, en fait. Il a des problèmes de compréhension dans la situation dans laquelle il se trouve, mais il a aucun problème à aller vers les gens, à s'ouvrir aux gens et à discuter avec des gens. C'est juste, au contraire, il est très social, ouais. Voilà, il fait quelqu'un de très vulnérable, ouais. Voilà, c'est juste quelqu'un de très candide et très vulnérable, et il se fait embarquer dans des aventures à cause de ça. Et donc, à la fois, ça le dessert et en même temps, c'est ça qui le fait avancer. Et c'est là où le film il tient sa force, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal à le catégoriser comme personne autiste. C'est comme ça qu'il est souvent qualifié de stupide, d'idiot, voire de simple d'esprit. Mais des gens
gens vont quand même dire qu'il est neuroatypique, parce que son personnage reprend un peu tous les clichés du personnage neuroatypique au cinéma. Il est innocent, simple, se répète souvent, a une fascination pour un truc qui peut paraître mondain, une vision du monde pure et belle, il est doué dans un domaine particulier, a du mal à se faire comprendre des autres, il se rend pas toujours compte de ce qu'il fait, et il a des proches qui le protègent sincèrement, et des personnes cyniques qui réapprennent à apprécier la vie grâce à lui. Je suis d'accord sur le fait qu'on puisse pas dire que Forrest Gump est autiste, mais je suis pas d'accord non plus parce que de mon expérience personnelle, pour avoir été justement très social pendant une bonne partie quand même de ma vie d'adulte pour l'instant, et bon après que ce soit coupé derrière, mais je pense pas que ça soit le point pour pour définir qu'il est ou non autiste. Moi, je pense effectivement qu'il peut être considéré comme peut-être quelqu'un comme neuroatypique, pas forcément justement autiste forcément avec la casquette autiste, mais pour avoir effectivement poncé aussi énormément le film, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que même en l'ayant regardé beaucoup, il y a beaucoup de similarités justement sur des raisonnements, sur des intonations, sur des discussions pour l'avoir vu en VO et en VF, où je me retrouve des fois un peu dans Forrest. Je pense pas que l'objectif était de faire quelqu'un d'autiste, mais je pense pas que non plus l'objectif était de faire 100%, enfin en tout cas comme Tom Hanks l'a joué, de donner quelqu'un de juste simplet en fait. Je pense que c'est une sorte de zone grise en fait entre le simplisme et le neuroatypique. C'est ce qu'on appelle la codification. Reprendre des éléments récurrents qui déterminent la nature d'un personnage, sans pour autant que ce soit officiellement confirmé, ou que ce soit une représentation rigoureuse de la réalité. C'est pareil pour l'homosexualité, t'as des personnages de fiction qui ne sont pas officiellement gays, mais qui sont quand même codifiés comme gays dans leur façon de parler, de s'habiller, de valoriser leur relation avec une personne du même sexe, de se comporter, ou sur leur nature de marginaux. Et la codification autistique se retrouve dans des personnages qui ne sont pas officiellement autistes, mais ont quand même des signes évocateurs, comme Sherlock qui a la façon froide de répondre aux gens, sa façon de ne pas comprendre les normes sociales, et sa fascination obsessive pour certains domaines, bien qu'il ne soit jamais officialisé comme tel. Je suis un sociopathe de haut niveau. Qui a votre numéro ? Et cette condition se retrouve souvent dans des personnages d'aliens, des personnages comme Spock ou encore Drax dans les Gardiens de la Galaxie, caractérisés par son ton abrupt et son incapacité à comprendre les métaphores. His people are completely literal. Metaphors are gonna go over his head. Nothing goes over my head. My reflexes are too fast. I would catch it. Et pas mal de témoignages de concernés ont même confirmé qu'ils se reconnaissaient en ces personnages. Alors d'un côté, c'est cool, hein, mais de l'autre, ils sont obligés d'aller chercher dans les extraterrestres pour trouver une bonne représentation de leurs conditions. C'est chier. Et les personnes qui étaient dans le live avaient aussi un personnage codifié autiste qui leur parlait énormément, Jarod dans Le Caméléon. Pendant très longtemps, mes parents, on était très fans de la série Le Caméléon. Et pendant très longtemps, mes parents m'ont dit qu'ils retrouvaient effectivement beaucoup de choses de moi, en fait, dans Jarod, du fait justement de mimer et de se fondre, en fait, dans une communauté autour de gens, autour d'un individu spécifique ou autour d'un groupe d'individus. Comme si j'avais toujours été comme ça, en fait. Vous n'imaginez pas la joie que j'avais de découvrir que des gens se souvenaient de Caméléon. Je pensais que j'étais le seul. Surtout que ça commence à être vieux comme série et c'est même pas redistribué sur des plateformes genre Netflix ou Disney+. Même le DVD, c'est limite aussi rare que le Graal, c'est chiant. Mais ouais, on est un peu obligé de chercher loin pour avoir de la bonne représentation de l'autisme, car les films du genre sont rares et relativement discrets. Mais cette représentation est vite reconnaissable par sa codification. Et là vous allez me dire, bah si, il y a un autre exemple de film populaire sur l'autisme, t'es en train de faire une vidéo là-dessus. Oui mais non en fait. Musique s'est fait remarquer principalement parce que la réal est Sia, mais même ça permet pas aux films d'être distribués correctement à l'international. En général, les films sur l'autisme sont des films indépendants et des drames qui passent 1 ou 2 semaines en salle et qui va peut-être passer aux Oscars avec de la chance et que tout le monde va oublier jusqu'à ce que ta mère tombe dessus à la télé ou sur Netflix et soit genre quel charmant petit film émotionnel. Ce que les personnes neuroatypiques adorent, qu'on leur conseille un film dont ils se foutent juste parce que ça parle d'autisme. Un de mes anciens collègues qui connaissait quelqu'un d'autiste et qui m'a dit faut que tu regardes Atypical parce que je suis sûr que ça va te parler. C'est toujours comme ça qu'on me présente des séries. C'est maintenant qu'on n'a pas marre justement qu'on te dise il y a un autiste dans cette série. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on me dit regarde cette série, il y a un autiste dedans, déjà j'ai envie de dire tu m'emmerdes. Mais... J'essaie de m'imaginer comment je réagirais s'il y avait tous mes potes neuroatypiques qui tous
m'envoie tous les jours des liens avec « tiens, regarde, dans cette série, il y a un mec qui est neurotypique, dis-moi ce que t'en penses. » Ça me rendrait dingue, ça me rendrait dingue. C'est clair que c'est plus exclusif d'un coup. Là, pour le coup, tu vas t'en bouffer, hein. Un message toutes les secondes, mais... Regarde, le mec, à un moment donné, il va faire ses courses et ça se passe bien. Et c'est un peu ça le problème, c'est que ces codes, notre société les utilise pour normaliser l'idée que autisme égale Rain Man. En fait, c'est Daniel Tammet qui avait très bien résumé ça dans un de ses livres. Il avait dit ce film a fait plus de mal que de bien, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, c'est ce que j'appelle moi le cliché du génie introverti, c'est-à-dire le mec qui parle bizarrement et qui est un peu bizarre socialement, mais c'est pas grave, on l'aime bien parce qu'il compte les allumettes. Bref, cette image-là. Néanmoins, j'ai quand même de la miséricorde pour ce film parce que je sens que Barry Levinson, le réalisateur, n'était pas dans la mesquinerie. Il y a une phrase qui dit ne jamais accorder à la malveillance que la bêtise suffit à expliquer. Et comme c'était le premier, il fallait ouvrir la brèche. Donc ça a été le premier, c'est pour ça que je lui pardonne tous ses défauts. Là où Good Doctor qui tombe dans les mêmes écueils, un mec, t'es arrivé 30 ans plus tard, il y a un souci. Voilà, parce que Rain Man, il est sorti en 88. Voilà. Forcément, je pense déjà que le milieu scientifique ne savait pas encore comment traiter ce sujet. Alors un film hollywoodien oscarisé, je me doute qu'il savait encore moins le truc. Ouais, le cinéma est artistique avant d'être éducatif. Ce n'est pas la fin du monde si un film dit de la merde sur un sujet, du moment qu'il en fait quelque chose de bien. Pensez que c'est au rôle du cinéma et de la télévision d'éduquer les gens et de déresponsabiliser les parents, pour moi, c'est une énorme erreur. Mais parler de l'autisme, c'est autre chose que de parler de l'histoire de Queen. C'est un peu plus important car ça affecte comment on voit ces gens-là. Je suis Rain Man, qui compte ses cure-dents. Ouais, t'es comme Rain Man. Un attardé. Et disons-le, beaucoup de gens prennent ces films comme références pédagogiques ou des reflets de leur monde quand même. Ce qui peut être extrêmement chiant quand le sujet est traité de façon comique, pour se moquer des neuroatypiques, voire une approche qui se voulait sincère et bienfaisante, mais on devient ridicule et traité maladroitement. On devrait avoir le réflexe de se renseigner sur tel truc après avoir vu un film là-dessus, mais disons-le, très peu ont ce réflexe. Et ils finissent par normaliser l'idée que l'autisme, c'est ça. Alors moi, d'expérience, alors c'est un personnage qui est pas du tout autiste, hein, mais on m'a souvent dit « tu ressembles à Monk ». Ah c'est vrai, et c'est clair, il n'est pas du tout décrit comme autiste, hein, c'est juste un gars qui a un PTSD de taré derrière. Il y a un toc, Voire pire, il normalise des comportements extrêmement dangereux sur comment gérer les personnes neuroatypiques. Musique fut notamment très critiquée pour montrer une pratique très dangereuse pour calmer les crises des concernés, le plaquage au sol. No, I'm not. I am crushing her with my love. Ne faites jamais ça. Non seulement vous risquez de lui faire mal, mais en plus vous aggravez le problème de sa crise. Ça n'aide pas. Le problème du plaquage, c'est pas qu'on a le droit, il faut pas. Quand t'as un gamin qui fait 80 kilos et qui met des coups de tronche dans le mur, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Tu peux pas le laisser s'ouvrir le crâne parce que t'as pas le droit de le toucher. Le problème, c'est que les gens qui vont voir ça dans un film, ils vont se dire, ah bah dès qu'il y a quelqu'un qui est autiste qui fait une crise, et bah je le plaque. Non. Et c'est pour ça que le genre du film sur l'autisme est un peu bloqué. Car autant à l'époque de Rain Man, c'était très populaire et célébré, autant de nos jours, c'est vite tombé en désuétude. Sam, je suis Sam avait déjà fait énormément de dégâts au club des acteurs voulant jouer des neuroatypiques pour gratter un Oscar. Mais celui qui l'a pratiquement achevé, c'est Tonnerre sous les tropiques. Plus particulièrement avec l'histoire de l'acteur joué par Ben Stiller, dont la carrière a été détruite après avoir joué dans Simple Jack. Un film très proche de ce que Sam, je suis Sam et d'autres nanars guimauves sur l'autisme, où les conditions mentales étaient. Simple Jack, où l'histoire d'un garçon de ferme un peu attardé capable de parler aux animaux, a été un échec commercial retentissant que beaucoup de critiques ont qualifié de pire nanar de tous les temps. J'ai un cerveau pourri. On reparlera de Tonnerre sur les tropiques plus tard car il y a des choses à dire. Mais déjà, rien que là, le film a fait comprendre à Hollywood, on sait ce que vous faites. Et c'est ridicule. Arrêtez. Et du coup, Hollywood a arrêté d'essayer. Probablement de peur de se ridiculiser à confirmer la critique de satire comme Tonnerre sous les tropiques. Satire qui était dans l'air du temps. Dommage que Sia n'ait pas reçu le mémo parce qu'elle reprend tout ce que le film moquait. Et là vous allez me dire, mais il est où le problème au bout d'un moment? On montre les personnes neuroatypiques comme des personnes intelligentes et gentilles. Il est où le mal à ça? J'y viens. Le problème de l'autiste surdoué.
Le cliché le plus répandu dans la représentation de l'autisme au cinéma, c'est le surdoué qui n'arrive pas à se faire comprendre. De brillants esprits qui semblent fous ou idiots de loin, mais quand ils trouvent leur façon de s'exprimer et montrer ce qu'ils peuvent faire, ils sont tellement brillants qu'ils sont pratiquement magiques. Genre, l'autisme, c'est un super pouvoir digne des Avengers. Et j'imagine le même là, c'est quoi votre super pouvoir? Je suis riche. Et là, c'est quoi votre super pouvoir? Je suis autiste. Ça tombe souvent sur les mathématiques ou l'informatique, comme Rainman qui arrive à compter les cartes, ou Code Mercury où un gamin autiste a découvert un code du gouvernement tant il est fort pour déchiffrer au premier regard, ou The Wizard où un gamin neuroatypique est super bon à la Nintendo. 50 000 T'as fait 50 000 au double dragon? Super bon pour tricher plutôt. T'as aussi l'autiste de Cube qui... ouais, celui qui déchiffre tout. Tu l'as sorti loin celui-là. Alors bien sûr, cette condition existe, ça a même un nom, le syndrome du savant. Mais comme je le disais, l'autisme, c'est un spectre. Il y a de nombreuses variantes, de cas différents. Dire je suis TSA ou j'ai des troubles du spectre autistique, déjà c'est un fourche-langue pas possible. Mais du coup dire je suis autiste, déjà il y en a beaucoup qui vont s'imaginer Rainman. Et le truc c'est que du coup quand tu leur dis je suis autiste et qu'ils voient que j'ai rien de Rainman, ça réveille un truc. Parce qu'après du coup t'as l'extrême, du coup c'est quand tu vois quelqu'un comme nous, ils se disent ah bah en fait du coup l'autisme c'est pas grand chose. Mais le cinéma se focalise sur le savant parce que c'est plus cool, c'est montré comme un super pouvoir encore une fois. Non sérieux, t'as même des films comme The Predator qui balancent carrément que les neuroatypiques sont le nouveau stade de l'évolution humaine. De nombreux experts disent qu'un trouble de l'autisme n'est pas vraiment une pathologie, mais la prochaine étape dans la chaîne de l'évolution. That's a nice argument. Why don't you back it up with a source? My source is that I made it the fuck up. J'ai tout de suite effacé ce film de ma mémoire, il me semble. Parce que... Les prédateurs veulent s'injecter des cellules d'autistes pour devenir plus performants parce que voilà, c'est des brutes en parce physique. Qu'ils sont détachés socialement et détachés émotionnellement. On va s'élever intellectuellement. Donc pour reprendre la question de tout à l'heure, il y a où le mal à montrer que les autistes c'est des gens intelligents et pas des débiles qu'on doit foutre à l'hôpital psychiatrique? Bah le mal il est dans le fait que tu passes d'un extrême à l'autre en fait. Au lieu de les rejeter, tu les forces dans une case arrangeante. Et souvent tu leur fous une pression monstre, surtout s'ils n'ont pas le syndrome du savant. Moi quand je vois le syndrome du savant, c'est vrai que j'en vois beaucoup qui parlent de Good Doctor depuis tout à l'heure, et c'est le seul truc que j'excuse on va dire de la salle de Good Doctor. Les premiers épisodes j'étais là en mode... Et j'ai regardé du coup les 4 saisons, et ce que j'ai remarqué c'est qu'ils ont fait une évolution du personnage qui est quand même assez intéressante, et la saison 4 je trouve que le personnage se rapproche beaucoup plus de la représentation qu'on peut avoir de quelqu'un qui aurait potentiellement un syndrome du savant et qui aurait un syndrome autistique. Il a appris des situations sociales, il a appris tout ça. Après, je peux quand même excuser les premières saisons dans le sens où il y a eu de l'autisme comme ça, il y a eu de l'autisme vraiment de ce niveau-là. Mais c'est vrai que du coup, tu te retrouves un peu, t'as l'impression que c'est plus là pour le spectacle que vraiment là pour représenter quelqu'un d'autiste en fait. Alors que dans la saison 4, tu te rends compte que là ils ont un peu détaché justement le côté un peu spectacle, il est capable de deviner où se trouvent les artères, les machins, les bidules, les trucs. T'en retrouves de temps en temps dans les épisodes, mais c'est beaucoup moins fréquent que dans les premières saisons. L'autisme du personnage central passe un peu entre guillemets au second degré, bien qu'il soit toujours présent dans la série. En plus de ça, dans certaines situations et dans certains épisodes, quand t'aimes le côté je parle avec une voix robotique et je suis capable de voir les espaces 3D, les veines, tout ça, moi je m'accroche pas mal au fait de je vois les espaces 3D, les veines et tout ça, parce que d'une je fais de la couture et je vois un peu comme lui, un peu en 3D comme ça ce qui se passe autour de moi. Ou alors quand je fais de la programmation aussi, je suis capable de prendre tous les fichiers de classe que j'ai pu coder et que j'ai pu voir et me dire ah tiens c'est comme ça que ça interagit, c'est comme ça que ça machin. Et de l'autre côté, il a des situations sociales dans lesquelles je me retrouve moi aussi, et c'est souvent comme ça je me dis je peux pas dire que c'est un mauvais autiste parce que il vit des trucs que j'ai vécu en fait. Au bout d'un moment, t'as pas l'impression que ils font des trucs bien par accident dans cette série Ouais, si, ouais. Et puis alors accidentellement dans cette série, du coup, le personnage autistique s'améliore avec le temps, tandis que le contenu de la série se détériore avec le temps. Et d'un point de vue fiction, c'est surtout un cliché qui sert uniquement à faire avancer le scénario. Et il n'y a pas pire de ce côté-là que les séries de consultants. Vous savez lesquels? Tel mec un peu bizarre mais brillant s'associe avec une femme policière pour l'aider à résoudre des crimes, que ce soit un magicien, un médium, un mec capable de lire les pensées, un psychologue, un auteur de livres policiers, le putain de diable, un mathématicien. Genre, j'adore que savoir compter soit du même niveau de super pouvoir que lire les pensées et voir des fantômes pour ce genre de série de merde. Et souvent, pour justifier la surintelligence des consultants, l'excuse qu'on donne est qu'il est neuroatypique. Je vois un homme qui fait d'un déséquilibre psychologique une technique d'enquête. Attendez, je vois un autre homme. Des super enquêteurs légèrement autistes partout sur le câble. Les grandes chaînes de télé nationales. Souffrance. Des scénaristes qui souffrent.
Et une fois de temps en temps, je dis pas, hein, Monk est un classique dans ce genre, j'adore toujours Sherlock malgré les critiques pertinentes, mais disons-le, à force, c'est par automatisme qu'ils font ça. Pas parce qu'ils ont quelque chose d'intéressant à raconter sur le spectre autistique ou les neuroatypiques, mais parce que c'est un MacGuffin qui permet de justifier l'intelligence hors du commun du consultant, et que toutes les autres séries du genre font pareil. Moi, ça me donne souvent l'impression que c'est plus une excuse pour te donner un génie dans une série, ou un film, ou quoi que ce soit. C'est le mec il sait jouer du piano alors qu'il a jamais pris le piano, il a le syndrome du savant, t'inquiète. C'est une gimmick de merde qui est surutilisée au point que ça gâche des concepts qui auraient pu être géniaux. On fait une série sur le film de Spielberg Minority Report. Oh cool, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une espèce de série d'avocats où on utilise le concept des précogs pour déterminer si telle personne est un tueur ou pas, sachant qu'on l'arrête avant qu'il ne commette son crime? Un concept de SF fascinant sur la destinée? Non. Prenons juste un des jeunes médiums neuroatypiques et faisons-le s'associer avec une flic pour résoudre des crimes. On fait une série sur Limitless, le film où une super drogue rend Bradley Cooper tellement intelligent qu'il passe de brigand bas de gamme à futur président des États-Unis. Oh cool, on va faire genre une sorte de House of Cards où on montre comment le mec monte les échelons illégalement? Non, faisons que le mec qui a la super drogue s'associe à une flic pour élucider des crimes. Même Lucifer, quand j'ai découvert la série, je m'étais dit, pourquoi pas? Juste une énième série du même genre qui était à court d'idées pour la particularité du consultant. Et puis un jour, l'événement télévisuel Crisis on Infinite Earth arrive dans les séries Arrow, Flash, Supergirl et d'autres séries DC Comics. Et ce même Lucifer, il fait un caméo. Je comprenais pas pourquoi, donc je me renseigne, et c'est là que je découvre qu'en fait, ce Lucifer était censé être le Lucifer de Sandman. Quoi? Genre vous avez ce personnage fascinant avec tout un univers derrière, vous avez les putains de droits de Sandman, et vous en faites une série policière? Mais allez vous faire foutre au bout d'un moment! Pardon, je fais un total hors sujet depuis tout à l'heure, mais... je hais les séries policières de ce type. C'est le plus envahissant et fainéant des genres de la série télé, quoi. Donc voir une excellente BD comme Sandman réduit à ça... heureusement qu'il y a Netflix des fois, hein. Juste le concept du consultant qui va chez les flics et le consultant qui est un peu inadapté, original, machin. J'ai saturé, quoi. Avec, j'ai kiffé le Mentaliste. J'ai kiffé... Mentaliste, c'était déjà trop, moi, tu vois. Mais pour en revenir au sujet principal, ouais, c'est très récurrent de montrer des syndromes du savant dans ces séries-là. Monk, Raphaël et Astrid, HPI... Oh putain, un truc que j'ai bien retenu avec ce live, c'est que putain, HPI est vraiment pas apprécié du tout. J'ai regardé les 2 premiers épisodes de la première saison et j'ai regardé, vous savez, toutes les micro-présentations que TF1 ils font avant les épisodes, genre il y a peut-être 30 secondes de l'épisode qui va se passer, c'est que des moments ultra cringe, ultra stéréotypés pour rendre ça effectivement bankable au format « Oh waouh, l'autiste et le HPI, c'est un super pouvoir, incroyable, venez tous, rejoignez le train de la hype, allez c'est parti, on est tous autistes, on est tous HPI, incroyable, venez vous retrouver là-dedans ». Quelle hypocrisie au maximum de dire que effectivement d'appeler une série HPI et de mettre stéréotype sur stéréotype, une série qui est énormément regardée parce que l'autisme, le TSA, le TDAH et tout, ce sont des sujets qui sont de plus en plus justement parlés dans la chronique, de plus en plus de gens en parlent, il y a de plus en plus de diagnostics, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent dedans et du coup bah forcément c'est bankable de le faire. Donc la série continue, les gens qui regardent la masse, TF1 et compagnie, eux c'est des choses, donc ils trouvent juste la série en mode haha c'est rigolo, on dirait Monk mais en manière un peu plus récente et un peu plus caricaturale. Je suis sûr, en vrai je vais pas vous mentir, j'ai énormément regardé Monk avec mes parents parce que c'était d'époque et peut-être que je me posais pas les mêmes questions. Je pense que je découvrirais Monk aujourd'hui, j'aurais peut-être exactement le même problème. HPI, c'est un zéro pointé, c'est du TF1 derrière. C'est une production pour la ménagère ou pour les ados, clairement. Hein. Je suis désolé de mettre le concept de ménagère, mais c'est clairement le format. Et j'aime pas du tout le concept, j'aime pas du tout comment c'est appliqué, j'aime pas du tout comment on passe pour des guignols. On passe pour des guignols au super pouvoir. En fait, c'est ça, on passe pour des guignols au super pouvoir. Du coup, on va tous aller travailler avec la police et les aider à régler des enquêtes parce que vous comprenez, on aura vu le petit poil. Donc je suppose que si t'es comme le gamin dans Atypical et que ta seule particularité c'est d'être passionné par les manchots, et ben t'es bien dans la merde. À moins que la police enquête sur un serial killer à thématique pingouin et manchot. Mais même au-delà du syndrome ou du savant, il y a le cliché que musique utilise. Le neuroatypique qui a une vision merveilleuse du monde. Regardez comme elle est créative. C'est une vraie œuvre d'art dans sa tête. Elle transforme le monde en conte de fées plein de chansons. Alors, outre le côté guimauve au diabète, cet embellissement presque féerique du spectre autistique, bienveillant ou non, se retrouve avec le même problème que The Predator. Ça surglorifie jusqu'à un stade déshumanisant. Musique oui, la gamine neuroatypique du film s'appelle littéralement Musique. Son problème, c'est pas qu'elle est dans le spectre autistique, hein. Non, son problème, c'est que ses parents sont de sacrés hippies à lui donner un nom comme ça. Et sa sœur s'appelle Kazoo aussi.
Ouais, c'est à ce point. Maman, pourquoi tu m'as appelé comme ça? Tout le monde se moque de moi à l'école. Tais-toi et va chercher ton petit frère Dr Pepper. Bref, Musique n'est pas montrée comme une gamine à problème, mais comme un être magique dont on doit voir la beauté pour mieux comprendre le monde et être heureux. On parlerait presque d'endoctrinement à une secte si c'était pas aussi grassement stupide. Et non, ça n'est de pas les concerner, car justement, tu les mets sur un piédestal qui mettra plus de pression sociale sur eux si jamais ils y correspondent pas. Genre, tout ce qui compte, c'est ce qu'ils apportent aux autres. Pas leur bien-être personnel ou quoi. Grosse problématique en plus qu'on a aujourd'hui, qui était pas là justement dans les années 80-90, c'est vraiment une tendance, je dirais, qui a au grand maximum 5-6 ans, c'est le côté cool d'avoir le pote autiste, le pote HPI, ah ouais non mais c'est cool, de l'être aussi. Je sais pas s'il y a un autre nom pour ça, et j'appelle ça le syndrome de Rudolf Loren. Genre, on accepte que Rudolf a un nez rouge lumineux qui le rend différent des autres, uniquement parce que ça le rend utile quand le Père Noël n'a pas de feu de brouillard sur son traîneau. Et ces problèmes d'aliénation et d'inadéquation, Sia aurait pu le savoir si elle avait fait son film en collaboration avec des personnes concernées, et non des faux spécialistes ultra controversés comme Autism Speak, qui est surnommé mais pour les autistes, et dont la vision des neuroatypiques est souvent résumée à terrible drame qui va détruire la vie des parents et gâchera celle des enfants pour toujours. I am autism. I work very quickly. I work faster than pediatric AIDS, cancer and diabetes combined. And if you are happily married, I will make sure that your marriage fails. Your money will fall into my hands and I will bankrupt you for my own self-gain. Il y a des familles qui seraient plutôt d'accord avec ce discours-là, mais ça, tout dépend du profil du gamin. Il y a tellement de profils différents. J'ai pas de sujet vraiment en tête où ça a été bien fait quand c'est montré comme une tare. T'as ce niveau d'autisme qui existe où ça peut vraiment foutre la grouille au sein familial. Et ça, oui, il faut aussi le montrer. Mais il faut pas le montrer en mode c'est de la faute de l'autiste. Que ça, quoi. Voilà, faut pas le montrer en mode c'est la faute de l'autiste, c'est sa faute à lui. Il y a des torts dans les deux camps. Bah oui, l'autisme, ça pèse sur le moral, mais c'est pas parce qu'il est autiste que ça pèse sur le moral, c'est parce que c'est le cadre global en fait. It's messed up that an organization should be promoting awareness and aid and it's actually going to this dark route. And instead of being hopeful and here's how we handle things and how it can get better, and it's going to something just completely irresponsible and kind of destructive. Aussi, il partage la pire fake news à propos de l'autisme, à savoir que c'est causé par les vaccins. Ouais, non, ça enlève un peu de ta bienveillance, Musique. Il y a beaucoup de trucs à debunk sur l'autisme, mais voilà, avec des choses qui sont corrélées et que du coup, il y a beaucoup de gens qui font passer ça pour des causes, comme la corrélation entre l'augmentation de l'autisme dans la population corrélée avec l'augmentation des vaccins. C'est juste qu'en fait, en France, on dépiste mieux depuis quelques années, donc forcément, t'as plus d'autistes. Ah, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a toujours cette crainte que les vaccins contre je sais plus quelle maladie, ça provoque l'autisme chez les petits et tout. C'est pour ça qu'après, on voit qu'il y a... C'est très compliqué, parce que des fois, c'est corrélé, mais on pourrait très bien faire corréler aussi l'augmentation de l'autisme dans la population avec le retour de Burger King en France, tu vois. Plus la Terre se réchauffe, plus on a d'autistes, c'est bizarre. C'est du niveau de tous ceux qui ont bu de l'eau sont morts à un moment donné, donc l'eau c'est dangereux pour la santé. C'est ça. Et l'autre problème aussi, c'est que cette tendance à les mettre sur un piédestal, ça peut amener à normaliser des comportements toxiques de leur part. C'est quelque chose de très critiqué dans Big Bang Theory, mais aussi dans Sherlock et d'autres fictions du genre, que leur autisme est souvent utilisé pour justifier qu'ils agissent en connards. C'est un petit peu comme si pour certains de ces personnages, être un connard est une particularité de leur autisme, alors que... Non! Sans déconner, on est à la limite du validisme. On t'accepte du moment que tu nous sers au travail. Mais on considère quand même tous les autres aspects de ton être comme gênants. J'en connais des gens qui ont été réellement diagnostiqués, qui ont utilisé cette excuse-là, et tu sais en mode c'est pas ma faute, je suis autiste. Je lui disais, oui, voilà. des fois, je leur répondais carrément, justement, tu es autiste, tu dois fournir 2 fois plus d'efforts. Que ça soit éventuellement un sujet de discussion pour éventuellement éduquer les personnes en face, essayer aider les personnes en face éventuellement à comprendre comment on l'est. Par contre, justifier. Il y a une différence entre expliquer et justifier. Tout à fait, comme ça. je suis d'accord. C'est après, une fois de plus, j'ai envie de dire, nos amis, nos copains, nos potes nous prennent tel qu'on est. Ils nous aiment parce qu'on est comme ça, et si véritablement ils nous aiment, ils feront l'effort de comprendre et de s'adapter à nous. Il y a aussi des chemins où nous aussi on peut avancer, nous aussi on peut s'améliorer, mais ce que je veux dire par là, c'est que les vraies personnes qui nous aiment, qui nous comprennent et qui ont envie d'avancer avec nous dans la vie, feront le nécessaire effectivement pour s'adapter et pour pas justement stigmatiser. Voilà pourquoi une représentation trop glorifiante comme celle-ci pose problème plus qu'autre chose. Donc imaginez pour une mauvaise représentation une représentation ridicule. Le problème de l'autisme simulé.
L'autre problème que soulève la place de l'autisme dans la fiction est bien sûr la place de l'acteur. On est d'accord, le premier réflexe d'une personne de bonne foi mais pas renseignée serait de se dire que c'est normal de pas prendre une personne neuroatypique pour jouer un personnage neuroatypique. Outre les débats sur le métier d'acteur et tout ça, ça serait une prise de risque par rapport à sa condition qui rendrait l'acteur difficile à gérer, et pourrait même le mettre en danger. Je veux dire, prenez Mr. Wolf, le film où Ben Affleck joue un neuroatypique ultra doué en maths, et en John Wick. Il faut prendre en compte que le personnage se retrouve donc dans des scènes d'action, des cascades, des situations où on utilise des armes à feu qui font des flashs et des bruits assourdissants, ou même des moments où il s'inflige des conditionnements aux éléments qui provoquent ces crises. Ou encore Chocolate, le film d'arts martiaux un peu oublié par les créateurs d'Hong Bak, où une gamine neuroatypique devient une super experte du kung-fu parce que son super cerveau a retenu toutes les chorégraphies de Bruce Lee. Ouais, on en revient au bullshit MacGuffin que j'expliquais par rapport au syndrome du savant. Mais en plus, là, si vous connaissez un petit peu Hong Bak, vous savez que ce sont des cascades en conditions réelles et ultra douloureuses avec des tas d'accidents. Ça aurait été irresponsable d'y mêler une vraie neuroatypique pour le coup. Oui, mais il y a beaucoup de mais dans cette question en fait. Tout d'abord, il n'y a pas plus de conditions chiantes qu'il ne peut y avoir avec une célébrité d'Hollywood, par exemple. Je veux dire, une personne neuroatypique peut avoir un blocage ou une crise durant le tournage, oui, mais un acteur célèbre peut bloquer encore plus un tournage. Vous connaissez les histoires d'acteurs comme Johnny Depp, Christian Bale, Wesley Snipes, Dwayne Johnson et autres Jared Leto qui ont foutu la merde durant le tournage à cause d'une crise de colère, d'un délire chelou, d'un renoncement total, d'un comportement de diva, voire d'un abus de substance. Parce qu'en fait, disons-le, si l'industrie ne prend pas de personnes neuroatypiques, c'est comme souvent quand ils font du whitewashing ou autre invisibilisation de minorités. C'est pour foutre une célébrité avant tout, parce qu'ils sont encore dans l'illusion que les noms à l'affiche, ça fait vendre. Faut prendre le risque, oui, mais par contre, comme du coup on est dans une société où on a tendance toujours à regarder l'état du compte en banque à la fin, c'est ça en fait la problématique, et c'est pour ça qu'il faut décadenasser cette société qui se repose exclusivement sur la thune, et ça va être compliqué. C'est un paramètre, et le problème, comme tu dis Thomas, c'est que souvent c'est le paramètre. C'est ça, alors que ça devrait qu'en être un parmi d'autres. C'est ça, exactement. Bah moi, ce que je rajouterais, c'est que dans certains tournages, ils ont quand même ces soucis-là avec leurs célébrités où ils font leur aussi. Où ils retardent le truc, où ils arrivent en retard et tout. Donc, après, voilà. mais du coup, c'est une grosse tête d'affiche. Du coup, ils sont quasiment sûrs de pouvoir faire beaucoup d'entrées derrière, donc ils acceptent en fait le risque. Ouais, voilà. Mais du coup, est-ce qu'au bout d'un moment, on devrait pas avoir cette patience pour tous les acteurs en général? C'est ça, exactement. Oui. C'est pour ça que je disais oui, pour moi, oui. Et là, vous allez me dire, oh, mais prendre des acteurs concernés, c'est un risque de prendre de mauvais acteurs. C'est quand même mieux de rester sur des valeurs sûres comme Ben Affleck ou le gamin de Arthur et Emily Boys, hein. Bon, alors déjà, tu trouves que ça, c'est du bon acting? Ma maman. 2. Combien de cas de mauvais acteurs car choisis parce qu'il était concerné on a vraiment? Genre les quelques acteurs et actrices trans qui ont joué des personnages trans, j'en ai vu aucun qui jouait mal, au contraire. J'ai plus vu de mauvais acteurs non concernés que de mauvais acteurs concernés. Je crois même que c'est jamais arrivé tant les personnes concernées se font envoyer chier la plupart du temps. 3. C'est pour jouer des personnages neuroatypiques, tu sais, des gens qui ont des soucis de communiquer et d'exprimer leurs émotions. Donc, limite, jouer mal, c'est plutôt bienvenu, non? Quittons le domaine des neuroatypiques et de l'autisme 2 secondes. Prenons plutôt pour exemple des films qui parlent de personnes ayant le syndrome de Down, appelé parfois trisomique. Quand un acteur trisomique est dans un film, sa cadence de parole est différente. Pareil pour sa façon d'articuler. Il peut parfois bégayer et il n'exprime pas ses émotions de façon conventionnelle. Mais c'est normal ça! C'est un peu la réalité pour beaucoup de personnes ayant le syndrome de Down. Et là, au moins, c'est réel. Ce n'est pas caricatural. Tu sens qu'il parle comme il parle tous les jours et comme le personnage est censé parler. Et parfois, l'acteur pris peut être excellent dans l'exercice. Parce que oui, 4, on a des tas d'exemples d'acteurs ayant des particularités qui correspondent à leur personnage, et le bilan est plutôt bon. Que ce soit des films comme Le 8e jour, où tous les personnages trisomiques sont joués par des acteurs et actrices trisomiques, le court-métrage Le Recruteur, qui met en scène une personne trisomique, et ça marche bien. La série Corky, un adolescent pas comme les autres, a pour acteur principal Chris Burke, qui a vraiment le syndrome de Down comme son personnage, et ils ont tenu 4 saisons avec lui, dans les années 80 et 90. Comme quoi c'est pas si dur apparemment. Même Glee a des personnages ayant le syndrome de Down joués par des personnes concernées. Vous faites moins bien que Glee quoi, pensez-y. Et on peut même aller plus loin que ça et parler d'autres catégories de personnes. The Mandalorian par exemple a des scènes en langue des signes. Donc, qui ils ont pris? Des sourds et muets sachant parler la langue des signes. Ou encore le fils de Walter White dans Breaking Bad, son infirmité motrice cérébrale est réelle. Bon, pas aussi prononcée que dans la série, mais au moins ils ont fait l'effort de prendre une personne avec une vraie déficience motrice et il est excellent dans le rôle. Le mec fait même ses propres cascades quoi. Et pour en revenir aux neuroatypiques, on en reparle des acteurs célèbres diagnostiqués comme étant dans le spectre autistique?
Ouais, genre, Anthony Hopkins, il est Asperger, Daryl Hannah, celle qui joue Prise dans Blade Runner et Elle Driver dans Kill Bill, est autiste, tout comme Dan Aykroyd, Courtney Love, Wentworth Miller, et bien d'autres. Bon, dans la liste, il y a aussi Elon Musk, hein. C'est lui, par contre, on peut l'empêcher de jouer dans des films, hein. Iron Man 2, c'était déjà trop, hein. Donc ouais, pourquoi continuer l'autisme simulé si on a tant d'acteurs et actrices connus et talentueux, certains ayant des Oscars, qui sont dans le spectre autistique? Comme quoi, être neuroatypique, ça ne dit rien sur ton talent d'acting. Et des tas de nouveaux talents existent et demandent qu'à être découverts parmi eux. Mais Sia voulait faire son népotisme avec sa petite protégée. Et quand on lui fait remarquer qu'elle aurait pu prendre une actrice concernée, elle répond « Peut-être que t'es une actrice de merde !» Va te faire foutre. Les acteurs neuroatypiques, ils ont Anthony Hopkins, toi t'as ça. Bon, par contre, je précise, la gamine, elle ne mérite pas les critiques et acharnements, hein. Je me moque de son jeu, mais c'est surtout à blâmer sur la direction d'acteur de Sia, hein. Maddie Ziegler a du talent, c'est juste que là, Sia a mal utilisé son talent. Je le précise parce qu'elle a déjà eu des soucis à cause de ce film, alors qu'elle y est pour rien en vrai, hein. C'est Sia qui l'a choisi à la place d'une autre, hein. Y a pas besoin d'en rajouter, hein. Elle a tout juste 20 ans et j'espère qu'elle trouvera sa voie dans le monde artistique, hors des mauvaises idées de son mentor. Non, et puis elle était dans West Side Story. Quelque part. Je la situe pas dans le film, mais... c'est stylé, hein. Après, ouais, dans un monde idéal, ça ne devrait pas poser problème. On devrait pouvoir être libre de jouer telle catégorie de personnes, même si on n'y appartient pas. Mais ça, c'est si tout le monde était égaux en termes d'opportunités de carrière, qu'importe l'origine culturelle ou sociale. Là, dans le monde actuel, ne pas prendre en compte les personnes concernées, c'est normaliser l'invisibilisation. Donc des acteurs et actrices aux talents sous-estimés qui se font dégager par les célébrités neurotypiques qui sont loin d'être dans le besoin, faisant qu'à force, les concernés ne trouvent pas de travail et ne font plus entendre leur voix. Et du coup, tu te retrouves avec des catastrophes comme musique qui dit de la merde sur le sujet tout le long. Mais sinon, ouais, le jour où on aura enfin réglé les problèmes sociaux des concernés, on devrait pouvoir prendre les acteurs qu'on veut. Je pense que c'est du bonus et non pas une prérogative. Je pense pas que ça doit être obligatoire en fait. Mais effectivement, c'est du bonus. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est prendre une personne autiste, ok, mais j'ai envie pour que le message soit plus impactant et pour rester dans ce côté actoring, faites-lui jouer des rôles de neurotypiques. Parce que l'image en serait encore plus forte. T'imagines la violence du message, c'est de dire regardez, il est autiste lui, hein. C'est ah bon? Oui, bah la preuve que ce sont des gens comme vous, comme moi. Ça me permettra de parler vite fait d'Astrid et Raphaël. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est que ils ont discuté avec des personnes liées à ça, et ils ont notamment fait intervenir Hugo Rio, qui est un très grand spécialiste, qui est un très bon acteur autiste. Ils l'ont fait jouer le rôle d'un neurotypique. Donc, je pense que il faudrait un peu jouer ce côté carte inversée. Plus qu'autre chose, quitte à... Mais encore une fois, c'est pas le problème d'autistes qui jouent des autistes, je dis juste que c'est plus compliqué que ça. Bon, encore une fois, moi par exemple, tu me demandes de jouer en autisme dans une pièce de théâtre, je vais bugger, je vais avoir du mal. Mais par contre, si jamais quelqu'un y arrive, alléluia, mais ça doit pas être une prérogative, ça doit être du bonus. Si un acteur doit jouer, enfin si un acteur neuroatypique peut jouer dans un film ou peut avoir un rôle, bah soit oui, tu lui donnes un rôle bien spécifique de neuroatypique, soit il a clairement des traits neuroatypiques qui sont visibles en termes de locution, de robotique, mais dans ce cas, tu ne vas pas dire « Oh, il est autiste, et on va le mettre au centre du truc en mode « Regardez, il est autiste. » Non, regardez, il est autiste, mais il est acteur, et on n'a pas besoin de dire qu'il est autiste. Du moins dans le cadre culturel. Et il se démerde très bien. Surtout que même parmi les neurotypiques, on a des bons exemples. Mr. Wolf fut pas mal félicité pour la performance de Ben Affleck, parce que contrairement aux autres exemples d'acteurs simulant l'autisme, Affleck le faisait de façon subtile et juste, ainsi que dans sa façon de montrer l'autisme à l'écran. C'est un petit peu comme si ce film avait fait ses recherches ou quelque chose. Danny Pudi, dans le rôle d'Abed, aussi fut félicité pour la justesse non caricaturale de son jeu, mais aussi de son personnage qui n'est jamais ridiculisé pour être neuroatypique, malgré que c'est une comédie. Et il est jamais trop enjolivé, juste assez amusant et créatif pour avoir l'air d'une vraie personne. Et de ce qu'on m'a dit, le gamin dans Atypical est bien aussi. Atypical, je vous jure, c'est vrai. C'est une série, j'ai regardé 2 épisodes, et j'ai arrêté de la regarder, non pas parce que le programme était mauvais, bien au contraire, je trouvais que c'était assez réaliste, mais le problème c'est que je me reconnaissais tellement dans certaines situations que vivait le jeu, que c'était tellement malaisant, que j'ai fait... C'était anxiogène, ouais. En fait, c'était tellement réaliste que du coup, c'était tellement bien réussi que j'arrivais pas à la regarder jusqu'au bout. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que c'est pas un mec qui sort de telle école, c'est pas un criminologue, c'est pas ceci, c'est cela, c'est un ado lambda, passionné par les pingouins, certes, mais un ado lambda. Et même Benix, même s'il est très viscéral, Benix. Hein. Benix est très viscéral. Benix, c'est limite un film d'horreur, des fois, ouais. Mais le fait que ça soit un ado lambda, geek, mais qui n'a pas la caricature à la Cyprien de Elise Moon, bah, en fait, ça fait du bien aussi de voir ces représentations un peu plus sobres de l'autisme. C'est là où, c'est pour ça que j'ai énormément de mal aussi avec ces séries sur les personnes autistiques et tout ça, et sur les personnes TSA ou neuroatypiques. C'est que des fois, j'ai un peu l'impression qu'il y a quelqu'un qui était derrière moi, qui a noté, alors là, il pense ça, là, il veut faire ça, là, il veut faire... Et c'est hyper anxiogène aussi à regarder, et je comprends du coup que tu as arrêté la série, parce que
t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'a un peu, qui a foutu une caméra chez toi, qui a noté des moindres. Attends, je suis dans. Il est où Jim Carrey? C'est ça. Et je pense. Tu découvres non seulement le point de vue des personnes neurotypiques par rapport à une personne qui est neuroatypique dans leur famille, tu découvres aussi le ressenti de la personne neuroatypique dans son cadre familial et comment est-ce qu'il le vit. C'est là où c'est assez bien fait au final de la part des neurotypiques quand ils font des séries sur les neuroatypiques et qu'ils les font bien. C'est que t'as vraiment l'impression qu'ils se sont bien renseignés sur le truc à tel point que ça devient vraiment que c'est la sincérité. Tu sens que c'est une famille qui est construite. Bon, il y a les cas d'adultère et compagnie, mais c'est une famille qui est construite et qui a pleinement accepté l'autisme. Ça va pas te présenter l'autisme comme étant une grosse star, dans le sens où le gamin principal, il évolue mais super bien dans son environnement, il apprend des choses dans son environnement. T'as pas l'impression d'être encore imagé en mode ah bah tiens, je sais compter les cubes, je sais compter les machins, je sais compter les bidules. Après, j'ai fait la blague moi-même quand j'étais plus jeune. En fait, donc oui, c'est possible. Ils ne sont pas tous forcés de finir en Sean Penn criant et s'agitant ou une Maddie Ziegler qui fait la grimace constamment. C'est pas pour rien qu'on a quand même plus d'exemples de mauvais acteurs et actrices non concernés que de mauvais acteurs ou actrices concernés. Mais aussi, on peut créer un compromis en fait. Le parfait exemple de ça, c'est Hors Normes d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Un drame social sur l'histoire de Stéphane Benamou, directeur du Relais, une association qui accueille et prend en charge des jeunes neuroatypiques en difficulté, et Daoub Tatou, formateur d'éducateurs. Et la majeure partie des acteurs et actrices jouant des neuroatypiques sont vraiment neuroatypiques, les seules exceptions étant les personnages qui se retrouvent dans des scènes un peu violentes, ce qui est un bon compromis du coup. On n'allait pas forcer une personne neuroatypique à subir ce genre de situation si ça la rend inconfortable, même pour un film. Et les acteurs non concernés n'invisibilisent personne. Le film en lui-même est un bon portrait, efficace et sincère, et qui montre vraiment la variété de profils dans le spectre artistique. Le réalisateur Olivier Nakache, il avait expliqué qu'il avait jamais vu des plateaux de tournage aussi calmes et paisibles, parce que dès qu'il y avait un gamin qui avait des troubles, ils arrêtaient tout, et on entendait une mouche voler sur le plateau. Donc ils étaient vraiment très respectueux des acteurs. C'est un film qui va te montrer le côté un peu dark de l'autisme, avec des prises en charge qui ne se font plus comme ça maintenant, mais ça raconte vraiment l'histoire des prémices de l'association et de la prise en charge de l'autisme en France il y a bien longtemps. En fait, comme la fille se fait plaquer dans la rue parce qu'elle est en train de fuguer et que l'autre il se donne des coups de tête dans le mur et qu'il y a des médecins qui le plaquent au sol, il ne pouvait pas faire exprès de déclencher une crise et plaquer volontairement qu'elle... Non. Donc pour des questions éthiques, ces deux personnages-là sont joués par des enfants acteurs. Tous les autres, quand tu les vois flapper, se balancer, avoir des sourires un peu tordus, ils sont vrais, ils sont eux. Donc c'était aussi pour montrer que dans l'autisme, il y a aussi des gens qui parlent pas, il y a des gens qui se contentent de grogner, de faire des bruits, qui mangent avec les doigts parce que les fourchettes, les couverts, c'est compliqué. Et ça montre justement des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça peut être un peu dérangeant, mais le film est très émouvant. Il y a beaucoup d'humour, il y a énormément d'humour dans ce film-là, il est drôle et respectueux. Moi, ce film m'a vraiment beaucoup touché. J'ai traîné des amis là-bas pour le voir au cinéma parce que je leur disais, bah voilà, mon travail, c'est ça. Tous les jours, je fais ça en fait. Bon, il y a certaines critiques de la part de certaines associations, mais plus de l'ordre de la crainte que de gros cons risquent d'utiliser les pires exemples du film pour ne pas accepter des autistes dans des milieux scolaires ou autres. Donc ouais, si l'industrie et les artistes qui prétendent aider les neuroatypiques en faisant des films sur eux voulaient vraiment aider, eh ben il y a déjà des tas de solutions à leur disposition et qui ont fait leurs preuves. Mais ils en profitent rarement. Pire, quand ils échouent parce qu'ils n'ont pas profité d'une de ces solutions, ils laissent tout tomber et ne retentent jamais, histoire d'apprendre de leurs erreurs. Pourquoi ? Le problème des chevaliers blancs. Depuis tout à l'heure, il y a sûrement des gens qui regardent cette vidéo et qui se retiennent de dire un truc genre t'exagères! À t'entendre, les gens qui font ces films veulent exterminer les autistes en parlant d'eux alors qu'ils voulaient sincèrement aider. Alors, non, je ne pense pas qu'ils veulent exterminer les autistes. Je ne vois pas comment t'es arrivé à cette conclusion, personne hypothétique dans ma tête. Mais bref, je ne pense pas qu'ils veulent volontairement faire du mal. Les producteurs d'Hollywood, ils se sont pas réveillés un matin et se sont dit « Tiens, il me faudrait plus de larmes d'autistes pour mes céréales !» Oui, je pense que la plupart se voulaient sincères dans leur approche. Même les invités du live, ils étaient plus enclins à pardonner Sia pour toutes les conneries qu'elle a fait et dit dans ce film. Après, je peux pas les blâmer parce qu'on a tellement été mal suivis pendant toutes ces années en France qu'on a plus l'habitude justement de cette image de personnes justement qui étaient en manque d'autre
traitement et qui du coup est encore socialement inadapté, que du coup quand ils voient des gens comme nous, ils se disent mais attendez, vous êtes sérieux? Mais c'est parce qu'ils connaissent pas en fait, et je peux pas leur en vouloir à ces mecs-là. Et puis après Encore du une coup, t'as fois, l'extrême ne aussi. jamais accorder la malveillance que la bêtise suffit à expliquer. Musique a souffert du même problème que Redman, c'est-à-dire que ça a été l'un des premiers films à aborder les phases lourdes de l'autisme, et en plus ça a été le premier film de Sia qui n'a pas d'expertise dans le milieu de la réalisation, et je pense que le film a souffert de ça, et ça, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont dit oui mais ça aborde pas si bien que ça, et comme Sia n'est pas prompt à l'exercice de la réalisation, ça lui a un peu retombé sur la gueule, mais je ne peux pas en vouloir à ce film-là, parce que je vois les bonnes intentions de Sia, je vois le talent artistique des passages musicaux. C'est pas un film que je blâme, même au contraire, je salue la démarche parce que c'était une démarche risquée et que, honnêtement, moi, s'il n'y avait pas cette discontinuité avec les parties artistiques et les parties étranges de vie, je l'aurais apprécié pour ce qu'il est, vraiment. Et je trouve que le procès qui a été fait à Sia, parce qu'effectivement, la technique qu'il a utilisée n'était pas forcément la plus adaptée, ou alors, bref, c'est cette espèce de débat-là. Il y avait justement une lettre qui avait été faite par des gens qui traitaient justement les cas d'autisme un peu lourds, qui disaient on est en train de blâmer Sia pour ses erreurs, alors qu'en fait, elle commence à aborder le sujet, et faire ça, c'est non seulement rabaisser Sia qui a essayé de faire un premier film, mais en plus de ça, mettre un gros coup dans le traitement de l'autisme lourd qui venait à peine de débuter en fait. Et il y avait quelqu'un qui avait dit les gars, ça va beaucoup trop loin en fait. Foutez-lui la paix. Oui. Pour moi, c'est plus un film maladroit. Mais là où j'aimais une nuance, c'est si elle est sincère, pourquoi elle ne fait pas d'effort? Que les gens qui font ces mauvaises représentations de l'autisme sont sincères ou pas, le résultat est le même. Ils disent de la merde qui fait du mal aux personnes qu'elles pensaient aider. Parce qu'au bout d'un moment, aider les autres, tu le fais pourquoi? Parce que c'est important d'aider son prochain en général, ou parce que tu veux te donner l'image d'un héros? Pourquoi ces gens veulent parler de l'autisme? Pourquoi Sia s'est senti l'obligation de traiter de ça dans son premier film? Je veux dire, quand un musicien célèbre se lance dans le cinéma, généralement il reste dans des trucs qui caractérisent son identité d'artiste. Daft Punk et Carpenter Brut ont fait de la SF. Erzia a fait un film de kung-fu. Rob Zombie a fait des films d'horreur. Madonna a fait une histoire sur des gens de la rue qui veulent devenir des stars de la musique. Même quand ça parle de sujets plus graves et réels, genre Grand Corps Malade, bah il reste sur son vécu, son expérience. Bref, ils restent dans ce qu'ils connaissent. Ils restent dans leur univers. C'est le conseil numéro 1 des artistes qui débutent, enfin. Créer sur ce que tu connais. Pourquoi quelqu'un comme Sia voudrait parler d'autisme, quelque chose qui ne la concerne en rien? Clairement, l'ego. Il est clair que dans la façon dont elle a réagi et a répondu aux concernés, elle pensait plus à passer pour une héroïne et gratter un Oscar qu'à réellement aider. Les scènes musicales où elle a vraiment exprimé de la passion et créativité, comme je le disais, sont insupportables pour certaines catégories de neuroatypiques. C'est bruyant, flashy, nerveux, tout ce qui déplaît aux personnes comme musique, ironiquement. Je pense que dans sa tête, elle s'est dit, moi, j'ai envie d'utiliser l'autisme pour une démarche artistique, et je la salue pour ça. Je pense que c'était une démarche risquée, mais qui était saluable. Mais qu'elle s'est dit, il y a un marché à prendre, et je vais surtout communiquer, non pas sur l'aspect artistique, parce que de toute façon, on me connaît en tant qu'artiste, on me connaît en tant qu'artiste visuel, avec Chandelier, avec Clap Your Hands, on me connaît avec ça. Donc, j'aurais pas besoin de vendre sur ça, ça va pas, on va dire, ok, t'as fait juste un The Wall de Pink Floyd, tu as fait un truc d'1h30, t'as fait un clip d'1h30. T'as fait un clip géant, quoi. C'est ça, voilà. Et je pense ça, des fois, ouais. Et je pense qu'elle s'est dit, il faut que je communique parce que j'ai envie que ce film marche. Donc on va miser sur l'aspect inclusif, l'aspect woke du truc. Et je pense que... De quoi elle a pris la première je pense que c'était une stratégie communicative qui n'a pas porté ses fruits. Et hélas, elle n'est pas la seule à faire ça. Beaucoup utilisent le sujet de l'autisme dans leur fiction, plus parce que ça peut rapporter une bonne image qu'autre chose. Les acteurs qui jouent des neuroatypiques font souvent ça pour la performance, pour montrer à quel point ils jouent super bien des personnages drastiquement différents d'eux, et ainsi gratter leur Oscar. Un truc que Tonnerre sur les Tropiques a parfaitement critiqué. Qui je suis, je le sais. Je suis le mec qui interprète le rôle d'un mec déguisé en un autre mec. Quoi? Certes, il y en a qui sont sincères et qui font de leur mieux pour vraiment sensibiliser le public sur cette condition, mais souvent, ce sont soit des acteurs qui veulent se la péter de bien jouer l'autiste, ou un moyen de se protéger de toute critique, parce que je soutiens une bonne cause. C'est un peu comme Roselyne Bosch avec le film La Raf, qui est allé dire que toutes les critiques sur son film de camp de concentration rejoignent Hitler en esprit. Mais tu peux mal traiter un sujet, tu sais. Tu peux rater les autres aspects de ton film, et au vu de la gravité du sujet, la moindre erreur peut apporter du tort aux personnes que tu prétends aider. Donc c'est un peu normal de critiquer ton exécution. Je vais même dire, si tu voulais vraiment faire un bon boulot, t'aurais dû laisser des concernés critiquer l'exécution et partager leur retour avant la sortie du film, avant le tournage du film, avant l'écriture du film, avant la production du film. Il y a plein de trucs, c'est très vaste l'autisme, quand on met le doigt dedans, c'est comme la surdité en fait, on arrive sur Terre 2 quoi, c'est vraiment, on dit oh il y a tout ça mais j'aurai jamais le temps de tout lire en une vie. Oui. C'est pour ça qu'il y a les gens qui disent des conneries quand ils traitent l'autisme, parce qu'en fait, tu pourras en faire ton métier, à la fin de ta vie, t'as pas fait le tour, en fait. On en apprend encore aujourd'hui, avec les années,
l'œil du public s'affine et il voit de plus en plus quand c'est de la merde. Par exemple, sur des trucs bêtes, même sur du divertissement, les gens vont commencer à casser les pieds, à compter les coups de feu en disant « Ah là, il aurait dû recharger parce que ça fait 16 coups de feu qui tirent ». Sur l'autisme, pareil, les gens vont commencer à dire « Bah là, c'est nul ». Ou sur les séries médicales, ils vont dire « Bah c'est pas comme ça qu'on fait un massage cardiaque ». Et puis le défibrillateur, il faudrait qu'ils mettent... Enfin voilà, les gens affinent leur connaissance, s'intéressent au sujet, et il faut être de plus en plus pointu pour aborder certaines choses. Comme je le disais, Tonnerre sur les tropiques a parfaitement résumé le problème de ces pratiques d'Hollywood faussement bienveillantes. Il y a cette fameuse scène qui a fait polémique pour des raisons à débattre, où le personnage de Ben Stiller parle du film Simple Jack, où tu vois qu'il est plus fasciné par sa performance, sa capacité de devenir un personnage, que sur l'image qu'il donnait des neuroatypiques. Pour dire, malgré les recherches de l'acteur où il a passé du temps avec des neuroatypiques, il continue de les qualifier de termes insultants et stigmatisants, à savoir attardés. J'ai vu des tas d'attardés avant de m'y mettre. J'ai passé du temps parmi eux à les observer. J'étudiais tous leurs trucs d'attardés. Et tout ce que le Robert Downey Jr. qui incarne un acteur méthodique faisant du blackface pour jouer un sergent noir américain lui répond, c'est que sa seule erreur quand il a fait Simple Jack, c'est d'avoir joué un neuroatypique qui n'a rien de cool, pas un héros de guerre comme Forrest Gump ou un génie mathématique comme Rain Man, juste un neuroatypique pas particulièrement classe ou glorieux, comme Sam je suis Sam. D'où la phrase trop sortie de son contexte pour traiter les gens d'un truc que le film condamne. T'as joué à fond l'attardé, mec. Faut jamais jouer à fond l'attardé. Et bien sûr, le personnage de Robert Downey Jr. est en tort dans la discussion. Ils sont tous en tort. Le film se moque de l'ego des acteurs qui ne comprennent pas la merde qu'ils font en prenant des rôles pour la performance plus qu'autre chose. C'est la même chose avec sa blackface ou le fait de faire un film sur la mort de soldats américains. Ils prétendent bien faire, mais ils sont plus insultants envers les personnes qu'ils prétendent représenter qu'autre chose, rendant son propos hypocrite. Donc ouais, depuis tout à l'heure, j'hésite à comparer les personnes neurotypiques qui jouent des neuroatypiques à des blackface, mais finalement, c'est Ben Stiller qui fait la comparaison à ma place. Et justement, c'est ça le vrai problème, l'hypocrisie. Sean Penn n'a probablement pas joué Sam je suis Sam parce qu'il voulait vraiment sensibiliser les gens sur les neuroatypiques, mais plus peut-être parce que c'était une case à cocher pour essayer d'avoir un Oscar, comme ça arrive souvent dans l'industrie hollywoodienne. À une époque, on a traité de l'homosexualité dans les films parce que on commence à débrider un peu dans la société, machin, tout ça. Ensuite, on t'a parlé un petit peu des Noirs aussi à une époque parce que on commence à les inclure dans la société, tout ça. Et c'est un peu l'impression que ça donne, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut traiter comme sujet là qui parle un peu parce que bon, handicapé c'est trop large. On va viser un handicap, voilà, et hop, je pense que du coup ça va être un effet de mode, c'est-à-dire que pendant quelques années, on va se taper des films sur les autistes, et après ils vont faire, allez hop, on passe à autre chose. Mais je pense que cette chute va permettre de mieux faire le tri, de mieux comprendre les erreurs du passé, et c'est fait qu'il y en aura de moins en moins. Mais en règle générale, ils feront tout pour que ça soit beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus sincère dans la démarche. Je pense que cet effondrement de cette mode des films sur l'autisme apportera quelque chose d'assez positif. Musique semble plus traiter de ce sujet parce que c'est une cause qui semble idéale pour faire passer la réalisatrice pour la gentille et une artiste engagée, mais quand les personnes qu'elle prétend aider font remarquer ses erreurs, elle finit par révéler son véritable visage. Si elle était sincère dans son approche, elle saurait que les concernés n'ont pas besoin d'un héros pour parler à leur place, mais qu'on les laisse parler ou qu'on fasse entendre leur voix. Les personnes neuroatypiques ne sont pas ces êtres magiques que seules les personnes pures et ouvertes d'esprit peuvent comprendre. Non, ils et elles sont capables de se faire comprendre normalement. C'est pas si dur que ça. Même moi, je l'ai fait en demandant aux concernés. C'est tout. Je suis pas un génie pour avoir réussi à faire un live avec 3 personnes neuroatypiques. Parce que oui, je sais que cette critique s'applique à moi aussi. C'est pour ça que j'ai traîné à faire cette vidéo. Je n'aimais pas l'idée de faire mon chevalier blanc. C'est justement parce que je veux sincèrement aider que j'écoute les concernés. Et que j'arrête pas de cutter sur le live que j'ai fait avec eux. La problématique qu'il y a, c'est que ce sont des gens qui ont déjà une renommée, qui ont déjà pas mal d'argent et tout, on va aller très loin, mais qui ont déjà éventuellement pas mal d'argent, pas mal de trucs, et disons qu'ils n'ont pas forcément besoin, quand ils sont pas assez renseignés, ils n'ont pas forcément besoin dans leur vie, autre que de se faire de la thune, de parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout, quel que soit le sujet. Moi, ce qui me cringe de ouf, c'est qu'effectivement, ce soit maladroit et mal fait, alors que c'était totalement dispensable, et qu'il y a d'autres réalisateurs, d'autres producteurs, qui ont des connaissances, qui même eux n'osent pas entre guillemets à faire ça. Autisme washing quoi, en gros. Voilà, le autisme washing, mais on va faire un parallèle avec un parallèle que je rabâche tous les jours, que je vois tous les jours. C'est le greenwashing dans la IT, c'est-à-dire que oui, on est des entreprises très vertes, machin et tout, et puis après ça vous balance 13 ordinateurs identiques plutôt que d'essayer de les faire réparer. C'est tout le concept de 1-1 washing.
où on essaye absolument de vous dire oui, mais on est des gens bien parce qu'on fait du 1-1 washing. Vous comprenez, on fait des trucs bien et tout machin. Et puis quand tu regardes un peu de ce qui se fait derrière, quand tu cherches un peu des sujets, quand tu es dans les boîtes et que tu vois les sujets au quotidien, tu te dis oui, vous êtes juste en train d'essayer de me la faire à l'envers, en fait, en me vendant des beaux discours et tout machin, mais derrière, vous en avez strictement rien à foutre parce que votre seule raison de faire ça, c'est de vous faire de l'argent. Rejoindre une cause pour juste gagner de l'argent derrière, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Certains me traitent de serpillière pour me fier à l'opinion des personnes concernées quand je parle de sujets sociaux dans le genre. Mais je m'en cogne en fait. Mon opinion basée sur du vent ne vaut rien comparé à leur vécu reflétant mieux les faits. L'ego peut être le pire ennemi de la vérité. Il t'empêche de voir quand tu as tort, quand tu dois te remettre en question et quand tu dois écouter les autres. Donc, écoutez-les. S'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est ça. Écoutez les concernés. Pas seulement ceux que j'ai fait venir dans cette vidéo, hein. Écoutez en général, croisez les témoignages, faites vos recherches et priorisez le factuel à votre opinion. Il n'y a que comme ça qu'on peut éviter de dire des conneries. Oui, cette vidéo se termine sur le mot connerie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié d'une nouvelle vidéo. Et si vous avez trouvé les extraits du live que j'ai mis dans cette vidéo intéressants, vous pouvez voir le reste du live via le lien dans la description. Encore merci à Laurent, Taiki Sensei, Sylvain et Thomas pour leur participation. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don soit sur Utip, soit sur Patreon avec des contreparties comme l'accès à mon Discord privé où vous aurez des infos sur l'avancée de la prochaine vidéo, ainsi que des goodies comme des t-shirts, des badges, des mugs, des posters et j'en passe. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Fermez-la.